Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Maxime Villemer, ça va être moi le modérateur aujourd'hui pour le webinaire. Je vais juste vous mentionner qu'on est en train de finaliser trois trucs techniques, mais on commence dans à peu près 5 minutes. On va laisser les gens rentrer. Donc, on vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. On va attendre un petit 5 minutes pour laisser les gens rentrer. Après ça, on commencera par la suite le webinaire. Donc, je répète pour les gens qui viennent d'embarquer dans le webinaire, on va commencer d'environ 2 minutes et des poussières là, sur le webinaire sur les tunnels chenilles classiques, gothiques et tous ses avantages. Bon, Natacha, Audrey, Alexandre, est-ce qu'on est prêt? Yeah. Super, fantastique. Bienvenue à tous sur notre premier webinaire de l'année sur les tunnels chenilles. Mon nom, c'est Maxime Villemer. Je vais être le modérateur aujourd'hui avec vous tout au long du webinaire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat concernant les tunnels chenilles. Vous pouvez nous interrompre à tout moment, il n'y a pas de problème pour les questions. On va avoir une période à la fin de questions. Là. Donc, vous pouvez lui poser soit écrit ou on va pouvoir autoriser votre micro à poser la question verbalement. Ça va nous faire plaisir. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Natacha qui va vous présenter là, un peu notre PowerPoint, notre présentation là, sur tout le contenu de notre webinaire et tout ça. Donc, la parole est à toi, Natacha. Donc, bonjour, je vais partager le webinaire. Ce ne sera pas bien long, la présentation. Un petit instant. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien ton écran. On voit le PowerPoint parfaitement. Super. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, en fait, c'est sur la culture sous tunnel, chenille et gothique. Donc, on a différents aspects qu'on veut considérer, aborder avec vous aujourd'hui. Donc, notamment l'objectif de la séance, l'univers du maraîchage, sous tunnel chenille, présentation des tunnels chenilles de Tessier, une promotion aussi pour nos produits et différents exemples de projets où on peut voir des tunnels chenilles. Donc, sans plus tarder, les objectifs de la séance d'aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. On veut voir ce que tout le monde puisse se familiariser avec les tunnels chenilles classiques et gothiques.
mais aussi découvrir les sources de financement disponibles pour ce genre de produits-là, de projets quand on décide de faire une culture sous abri comme ça. Et on veut pouvoir aussi, avec vous, survoler différents projets inspirants pour vous donner des idées. Donc, juste mentionner par rapport à TC, ça fait déjà 45 ans qu'on existe. Donc, on a une grande expérience dans la production de serres et de tunnels. On est reconnu pour la solidité des structures et notre savoir-faire québécois. Donc, juste à propos de moi, mais c'est ça, je suis dans le fond accompagnatrice, experte conseil pour l'efficacité énergétique des serres et puis également l'horticulture. Donc, j'ai eu à travailler sur différents projets. Je suis chargée de cours à l'UQAM et puis j'aime bien aussi aborder des projets de serre avec une vision 360 degrés qui tient compte du domaine de l'énergie et de l'agriculture. Et je vais laisser ma collègue Audrey se présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Audrey Charbonneau. Ça fait 3 ans que je suis au sein de l'équipe Tessier. Et puis, rapidement, j'ai développé un certain intérêt pour tout ce qui touchait aux alentours du tunnel chenille, autant au niveau structural que de l'extension de saison. Puis, si je peux ajouter une petite touche, un petit lien personnel à tout ça, dès l'adolescence, j'ai accompagné mon père dans sa passion pour l'horticulture, puis pour le maraîchage, petite surface. Puis donc, il démarrait ses semis à la maison, puis tout de suite, ça n'a pas été long qu'il a ressenti un besoin de pouvoir les sortir de la maison, mais c'était beaucoup trop tôt pour les mettre en champ. Donc, l'extension de saison, déjà, dans son cas à lui, c'était un besoin. Donc, lui, c'était quelqu'un qui était fort dans ce qu'on appelle le bisounage. Il sortait ses tuyaux, le plastique, puis il se faisait des structures à lui-même. Donc, pour moi, on dirait que ça fait tout son sens d'être au sein de cette équipe-là pour justement suggérer des belles propositions comme ça, des belles solutions accessibles pour tout le monde. Fait que c'est un petit résumé de mon lien avec le tunnel chenille. Intéressant, intéressant, super. Donc, je pense que vous allez être en bonne main pour le webinaire d'aujourd'hui pour aller chercher des informations si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à la fin de la présentation. Donc, ben, grosso modo, en fait, pourquoi on aborde la question de l'importance de la culture en serre puis sous-abri, sous ses différentes formes, c'est qu'il y a une évolution des ventes de fruits et de légumes sous serre quand même assez importante depuis plusieurs années. On voit qu'on a différents produits cultivés sous serre. La tomate demeure vraiment la production reine, mais on a quand même aussi différents légumes, des légumes feuilles, on a aussi des micro-pousses, on a des fruits, des fines herbes. Donc, il y a vraiment différents produits qu'on peut partir sous abri. Puis, je dis toujours que c'est intéressant vraiment de voir à choisir le bon véhicule pour se rendre à destination. Donc, tout dépendamment du genre de projet, de la période de l'année qui est ouverte, mais aussi des productions qu'on veut faire, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est disponible pour nous. Et puis, je pense que c'est intéressant d'aborder la question justement des tunnels chenilles classiques et gothiques. Donc, l'univers du maraîchage puis des tunnels chenilles. Juste pour certains faits saillants, en fait, au Québec, c'est intéressant de considérer qu'on est, on est au troisième rang en ce qui concerne les provinces canadiennes pour culture maraîchère. On est un grand exportateur de légumes de serre. On comprend que le rendement est plus élevé sous serre que dans le champ. Donc, juste notamment pour les tomates, on peut aller chercher un très grand rendement quand on fait la production intérieure. Et puis, ce qui est intéressant pour la tomate, par exemple, on a une couverture de 69 hectares, les laitues 15 hectares. Donc, on a quand même une superficie importante de culture sous abri. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un grand potentiel de développement au Québec. Le gouvernement aide dans ce sens, favorise différents programmes ainsi que des entreprises. Et on se rend compte qu'il y a un besoin d'augmenter la production actuelle si on veut davantage se retourner vers une forme d'autonomie alimentaire. Et puis, ce qu'on a actuellement, c'est bien, mais c'est insuffisant pour combler les besoins des consommateurs. Donc, c'est important aussi de comprendre que si on veut vraiment favoriser la culture de la production alimentaire au Québec, il faut voir à être résilient par rapport aux conditions climatiques qui ne sont pas nécessairement toujours évidentes.
Donc, c'est quand même un constat, puis c'est de faire un état de la situation. Donc, il y a vraiment un intérêt à faire de la production sous abri. À part peut-être les conditions climatiques qu'on a mentionnées dans l'image avant, c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux. On a une concurrence commerciale qui est quand même importante. On a aussi tout ce qui est en lien avec la main-d'œuvre, donc des défis pour justement cette main-d'œuvre-là. Il y a des coûts quand même importants aussi quand on se lance dans des productions, que ce soit pour les intrants, que ce soit pour les installations, que ce soit des tunnels, des serres, etc. Il faut voir vraiment à ce qu'on puisse avoir un retour sur investissement, idéalement. C'est intéressant d'aborder de cette façon-là. Puis on regarde les rendements puis les revenus comme des enjeux aussi qui sont quand même importants. Il y a tout ce qui est les aléas climatiques, les intempéries, etc., relatives à ces changements climatiques-là. On a aussi, c'est sûr, bien entendu, la question des envahisseurs indésirables. On a des insectes, des maladies avec lesquelles il faut composer, donc ce n'est pas juste des intempéries. On a aussi, malheureusement, des pertes. Ça commence dès la culture en champ. Dans le transport, auprès des commerçants, le client aussi lui-même, comment il fait la gestion de ses aliments. Et c'est sûr qu'il peut y avoir aussi de la perte dans les serres et dans les tunnels. La mise en marché aussi devient quand même un enjeu crucial. Comment faire une bonne mise en marché pour éviter les pertes, puis s'assurer d'avoir des résultats optimaux dans des projets. Excuse-moi de te déranger 30 Oui. secondes à l'achat. Est-ce que ton micro, tu peux-tu parler plus proche de ton micro? Y a-t-il une possibilité d'être plus proche? Parce qu'il y a du monde qui nous mentionne dans le chat qu'il y a une petite interférence, on a de la misère à t'entendre des fois, là. OK. Juste être plus proche de ton micro, on va essayer, on va essayer d'être un petit peu plus fort, là, sinon il n'y a pas de problème. Vous me direz si il y a un problème. Est-ce que ça va mieux? Là, je ne vois pas ce qui est écrit, mais je vais continuer. Puis s'il n'y a pas que ce soit, juste me faire signe. Donc, l'utilisation des tunnels, en fait, c'est intéressant pour l'extension de la saison. Donc, pour voir à produire dans les entre-saisons de manière plus longue, soit de manière hâtive au printemps ou tardive à l'automne, voire chevaucher sur la période hivernale. On veut pouvoir créer un microclimat, avoir des primeurs, culture nordique. On veut faire différents types de cultures, que ce soit en maraîcher ou dans l'ornemental. On veut également aussi prévenir les intempéries, du moins pas les prévenir, mais avoir une protection contre les intempéries. Puis on veut pouvoir établir des cultures aussi. Donc, des fois, les cultures au départ, mais sont plus fragiles à l'établissement, à l'enracinement. Donc, on veut vraiment mettre les chances de notre côté. Donc, on utilise les tunnels pour différentes raisons. Et les avantages, bien, il y a une amélioration de la qualité des produits, la productivité, les protections, comme je disais tantôt, résilience face à la compétition, changement climatique. Donc, si on a moins de pertes, ben, ça nous permet d'être un peu plus compétitif. On a une augmentation des revenus aussi avec l'extension de saison, donc ça vient avec. On a une concurrence par rapport aux autres producteurs. Et puis, on a une production locale, puis davantage une souveraineté alimentaire qui est mise de l'avant par la production sous tunnel. Donc, il y a différents aspects à considérer pour optimiser les structures. Donc, idéalement, ce qu'on va suggérer, c'est vraiment de voir à déterminer le bon site, de s'assurer d'avoir peut-être un site qui n'est pas trop exposé par les vents trop importants, donc qui n'est pas trop balayé par des rafales de vent. Ça va être intéressant aussi de voir peut-être à penser à un site qui est bien drainé, avoir le bon type de sol, choix des végétaux aussi, de s'assurer d'avoir peut-être des cultures qui ont un rendement optimal puis qui sont bien choisies et selon la période de temps pour vraiment voir est-ce que le choix des structures soit pertinent. On veut optimiser l'aménagement à l'extérieur de la serre, puis aussi à l'intérieur de la serre. Donc, ça devient intéressant de voir c'est quoi qu'on veut produire, puis quelle section, par exemple, du projet peut être destinée à de la culture sous tunnel. On veut aussi s'assurer d'avoir des bonnes pratiques culturelles. Ça permet d'augmenter le rendement, puis aussi ben, d'optimiser ces structures, puis de voir peut-être les rentabiliser plus rapidement. Puis, on veut s'assurer aussi d'avoir les modèles d'abri qui sont adaptés. Donc, ben, si on regarde le bon choix du site, il y a différents aspects.
qu'on peut considérer comme l'orientation, topographie, le type de sol. Le concept de fenêtre solaire, c'est vraiment l'exposition à l'ensoleillement. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a des obstacles, que ce soit des arbres ou des bâtiments, plus qu'il y a des chances qu'on puisse avoir peut-être une obstruction de l'ensoleillement. Donc, c'est important de considérer ça dans le choix du terrain. Source d'énergie à proximité, accès à l'eau. Même si souvent on considère ce type de tunnel-là qu'on parle aujourd'hui avec une approche plus low-tech, ça reste que c'est toujours intéressant de penser qu'un projet peut évoluer dans le temps. Donc, jamais négliger la source d'énergie disponible, puis en même temps aussi de considérer l'accès à l'eau pour l'irrigation. Localisation, ça peut être intéressant. Observer les vents, microclimat, les réglementations également. Donc, s'assurer, est-ce que ce qu'on veut mettre en place, on rencontre des défis ou peut-être des contraintes ou pas. Donc, déjà, ça peut aider quand même au début d'un projet. Également, la planification culturelle, c'est important, le choix des végétaux, optimiser les planches de culture, avoir des cultures à croissance rapide sous nos tunnels. Ça peut être des verdurettes, radis, aneth, coriandre, etc. On veut être en mesure de pouvoir exploiter le tunnel dans les entre-saisons, puis on veut déterminer peut-être des végétaux qui ont des besoins moins importants en chaleur, parce que dans ces genres d'abris-là, on ne mettra pas des systèmes de chauffage. Donc, c'est important de bien choisir les types de végétaux, puis à quel moment on veut vouloir en faire l'implantation de la culture. Donc, ça peut être intéressant aussi de considérer que le tunnel peut apporter quand même un certain niveau de chaleur, donc d'avoir peut-être ce tunnel-là qu'on peut déplacer à différents moments de croissance ou qui peut servir à apporter de la chaleur, par exemple, à des melons ou à de la famille du solanacée. Donc, on peut penser, par exemple, tomates, poivrons, aubergines. Donc, c'est intéressant cet apport en chaleur-là que peut offrir les tunnels. Donc, ici, on voit dans le fond des températures minimales pour cultiver différentes plantes maraîchères. Donc, c'est intéressant quand on a une compréhension des besoins de pouvoir faire des choix éclairés et de bien planifier ces cultures. Donc, on voit ici, par exemple, c'est assez quand même varié les besoins. Si on regarde, par exemple, en bas complètement du tableau, pour les poivrons, on a température minimale pour cultiver à 10 degrés Celsius. Et si on regarde, par exemple, pour l'oignon, on a 1,7 degrés Celsius. Donc, on voit qu'il y a quand même des besoins qui sont très, très variés selon les différents types de cultures. Donc, l'aménagement extérieur, c'est important de l'optimiser pour les cultures. Donc, on regarde généralement pour l'aménagement d'une haie brise-vent autour du site, quand on a des vents forts, ou du moins, si on ne fait pas l'aménagement, qu'on ne les intègre pas, on peut déjà choisir un site qui a ça au départ. Donc, c'est sûr que ça aide à protéger davantage ces installations. Les tunnels, comme on les propose dans la présentation, ça reste que ça ne fait pas juste partir comme ça, mais ça reste que c'est quand même, ça n'aime pas nécessairement les vents trop forts. Donc, c'est sûr que le choix du site, puis l'aménagement de la haie, ça peut être intéressant. Fenêtre solaire, comme je mentionnais tantôt, pour les gains solaires. Prévention des pentes négatives qui donnent vers la structure pour éviter, dans le fond, une accumulation d'eau. Plus qu'il y a des accumulations d'eau, plus qu'on peut s'attendre à, par exemple, des pourrissements des plantes, des développements de maladies fongiques et autres. Donc, ça fait partie des considérations à avoir pour vraiment s'assurer d'avoir un projet avec un rendement optimal, donc de prévenir les conditions qui créent les maladies. On peut se permettre d'ajouter sur les sites aussi des drains agricoles, s'assurer d'avoir une bonne circulation autour de chaque tunnel. Ma collègue pourra certainement en reparler tantôt. Et l'accumulation de neige, tout dépendamment des cultures. Des fois, on peut vouloir sur certains sites, pour différentes raisons, avoir une accumulation de neige, mais peut-être qu'on ne la voudra pas nécessairement autour de la structure parce qu'on veut pouvoir assurer sa solidité puis s'assurer qu'elle puisse tenir le coup. Donc, si on regarde ici, par exemple, optimiser l'aménagement, on regarde ici comme ça un aménagement avec différentes planches de culture qui ne sont pas sous abri, mais aussi on a différents
installations, donc comme des tunnels, par exemple, tunnels chenés. Donc, on regarde un peu plus au centre à droite, on voit 2 tunnels chenés, donc portent bien leur nom de par leur forme un peu enchaînée à cause des arceaux. Donc, on voit ici comme ça, projet davantage de culture bio-intensive avec différents bâtiments. Donc, on peut vraiment trouver moyen là, d'intégrer les installations dans un aménagement sans que ça soit complètement sous couvert, mais de répondre à certains besoins. Puis, l'ajout peut se faire progressivement des installations, mais c'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir déjà réfléchi au départ à la place que peut prendre ces installations-là, à court, moyen et plus long terme. Si je peux me permettre, Natacha, Oui. justement, comme tu disais, des fois planifier là où on s'en va dans le futur avec les installations là, de structures qu'on veut peut-être ajouter au fur et à mesure. Puis aussi, ben, si, admettons, on prend comme exemple là, un tunnel chenille qu'on va avoir de 14 pieds de large, des fois, des alternatives qu'on peut penser si on planifie peut-être un besoin de rotation de culture, bien, on peut s'installer, disons, notre tunnel de 14 pieds. Ensuite, cultiver des planches à l'air libre pour une équivalence de 14 pieds de large. Ensuite, disons qu'on en a un suivant, on peut remettre un tunnel. Donc, après ça, en gardant des dimensions qui sont déjà, disons, dans nos standards de structure, si on a besoin de changer nos tunnels de place, ben c'est possible de le faire juste sur les planches d'à côté. Donc, à ce moment-là, celles qui étaient couvertes deviennent découvertes. Puis aussi, peut-être pas minimiser aussi l'apport que ça peut avoir d'être entre 2 tunnels. Ça protège quand même d'une certaine façon. Fait que ça peut aussi aider les cultures qui ne sont pas protégées elles-mêmes. Fait que des fois, dans le plan de ce qui s'en vient, dans la rotation de culture, ça peut être quelque chose qui peut être réfléchi d'avance. Totalement d'accord avec toi. En fait, nous, quand on parle avec les producteurs, puis même que ce soit des gens qui font de la culture sous abri, sous tunnel ou autre, ou pas, c'est toujours important de penser à court, moyen, plus long terme. Puis justement, de planifier la suite des choses. Puis justement, ben, c'est ça, la standardisation, si on veut, des planches va aider beaucoup en termes d'économie de temps, d'argent aussi. Le temps, c'est quand même de l'argent. Puis, ce qui est pertinent aussi de penser, c'est que quand vous voulez avoir des structures éventuellement pour faire la culture sous abri, ben, c'est important aussi de planifier ça d'avance parce que ça peut être intéressant de voir à avoir de l'aide financière pour vos projets. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui se prépare d'avance. Donc, quand on sait où est-ce que ça en va, ben, on met en place tout ce qu'on a de besoin pour vraiment arriver à destination en bout de ligne. Donc, l'optimisation de l'espace pour augmenter le rendement, c'est important. Standardiser la dimension des planches de culture au sol. On peut déplacer, comme Audrey disait, les abris, les tunnels. Souvent, ben, pour ce genre de projet-là, on suggère au moins 4 planches de culture de 30 pouces de large. On peut aller tout dépendamment un peu plus, avec un peu plus de planches, mais c'est sûr qu'il faut quand même planifier une ergonomie de travail, d'être en mesure de circuler entre les planches. Ça facilite beaucoup la vie des travailleurs. Donc, il faut voir à optimiser l'aménagement intérieur, mais aussi extérieur. Disons que les installations, c'est comme des systèmes complexes dans un environnement davantage plus complexe. Donc, c'est important de développer une vision 360 degrés quand on fait un projet. Ça peut aider beaucoup. C'est sûr que c'est important aussi de voir à faciliter la distribution de l'air grâce à des ouvertures manuelles qu'on va instaurer dans les tunnels, mais c'est important aussi la circulation de l'air, de penser à la distance entre les plans. Les plans sont petits quand vous les intégrez ou quand vous faites des semis directs dans le sol, mais il faut penser qu'éventuellement, à maturité, ces plantes-là vont prendre quand même beaucoup plus d'espace et même si on veut densifier les cultures, ça reste qu'il faut qu'on puisse avoir une respiration, une aération, je veux dire, entre les plants pour éviter qu'elles se fassent trop compétition, soit pour les nutriments, pour l'eau, ou justement qu'il y ait des risques de maladies qui se développent à cause d'une humidité stagnante. Sinon, dans l'aménagement intérieur, bien, considérer la question de l'irrigation qui peut être suspendue en début de projet avant la pleine croissance des plantes ou sinon quelque chose de mis au sol. Donc, c'est vraiment pour réfléchir à différents aspects. Donc, l'aménagement, la facilité à circuler, à travailler, puis aussi tout ce qui est pratique comme l'irrigation, notamment pour aider. Autrement,
si on regarde des bonnes pratiques générales, on regarde le drainage du site, déneigement, retrait du revêtement à l'hiver, ça c'est pour les installations. Ma collègue pourra en reparler avec vous. Songer aux rotations de culture, notamment, c'est intéressant avec le tunnel chenille parce que ça se transporte quand même assez bien. Ce qui est important de penser, c'est ça, c'est vraiment planification culturelle, faire son plan d'aménagement, réfléchir, regarder à court, moyen, plus long terme. Donc, c'est ça que ça nous permet de considérer quand on veut faire de la rotation de culture. Donc, c'est vraiment de regarder dans le temps comment on veut que le site soit aménagé, puis d'avoir réfléchi à tout ça. Et le déplacement du tunnel va se faire selon le besoin des cultures. Donc, il y aurait moyen de le déplacer plus d'une fois dans une même saison. Au niveau des bonnes pratiques horticoles, je pense que c'est important quand même d'en parler. Donc, l'entretien des végétaux, que ce soit pour le tutorage, retrait des gourmands, les inspections donc phytosanitaires, c'est vraiment important. Donc, ici, on voit dans l'installation qu'on a un système d'irrigation au niveau du sol et on a de la toile. Donc, c'est intéressant pour contrôler les mauvaises herbes, mais en même temps aussi apporter une irrigation pour les plantes. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait de la culture sous tunnel qu'il ne faut pas avoir un souci du travail bien fait, puis qu'on ne considère pas les entretiens. Au contraire, il faut quand même considérer que les structures vont nous aider pour justement différents aspects, mais que les cultures ont quand même des soins qu'il faut leur apporter, que ce soit extérieur d'un tunnel ou à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est l'application du nombrière. Donc, tout dépendamment du type de plante, il y a des plantes qui ont des besoins plus importants en chaleur ou en ensoleillement. Peut-être d'autres plantes qui vont préférer ne pas être trop exposées. Je pense juste, par exemple, au laitue. Éventuellement, quand il se met à faire super chaud, ça monte rapidement en graines. Donc, tu sais, il y a des plantes qui peuvent tolérer un ombrage, voire un semi-ombrage. Donc, c'est quand même intéressant de considérer ça aussi, puis d'avoir peut-être des produits complémentaires à nos tunnels. Irrigation, fertilisation, acclimatation des végétaux aussi, c'est important d'en parler. On peut se servir des tunnels pour ça. Des fois, ça peut être pour de la protection. Puis la culture qu'on peut faire, ça peut être de la culture en sol, mais aussi hors sol dans des pots. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins et de votre projet. Ce qui est important de considérer, c'est notamment le coût au mètre carré pour des projets. Souvent, les tunnels chenilles, c'est intéressant parce que quand on commence dans le domaine du maraîchage, des fois, on a peut-être un peu moins les moyens. Donc, c'est des produits qui sont intéressants en démarrage, qui ont toujours une utilité, même si c'est des produits qui ne sont peut-être pas comme des serres ou chauffés comme des serres, mais ça reste qu'ils ont quand même une grande utilité. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir quelques tunnels à portée de la main. Ça apporte une chaleur complémentaire. Puis aussi, il faut quand même considérer les caractéristiques puis leur utilisation. Donc, ça va vous permettre de faire un choix de produit qui est adapté. L'espace puis le budget disponible, c'est intéressant en démarrage de quand même le considérer, comme je disais tantôt. L'espace disponible, c'est parce qu'on peut avoir des producteurs qui vont se servir des tunnels chenilles, mais on peut avoir aussi des gens qui ne sont pas des producteurs nécessairement, mais qui veulent avoir des tunnels, par exemple, dans leur cours, sont comme en zone un peu plus rurale, puis c'est pour leurs besoins personnels. Donc, c'est intéressant de voir ce que l'espace le permet, puis c'est surtout une question de réglementation, puis de devoir faire des choix éclairés en fonction de différents paramètres. Donc, je vais laisser Audrey pour la présentation des tunnels chenilles Tessier. Donc, veux-tu dire quelque chose sur l'image? Sinon, je vais passer à la prochaine image. En fait, on peut continuer tout de suite. Donc, moi, je vous apporte un petit côté un peu plus technique là, sur nos structures. Peut-être pour faciliter aussi tout ce qui est la planification, quelle bonne structure selon les besoins que vous allez avoir, ce que vous voulez cultiver, de quelle façon vous voulez le faire. Donc, le tunnel chenille classique. Donc, on a ce tunnel-là de disponible en une largeur de 14 pieds de large qui, à ce moment-là, a 91 pouces au pignon. Vous pouvez aussi, durant l'installation, les tirer un peu jusqu'à un 16 pieds de large. À ce moment-là, on perd un petit peu d'auteur au niveau du pignon. On est à 88 pouces.
ce tunnel chenille classique-là est aussi disponible en 20 pieds de large. À ce moment-là, on est à 125 pouces au pignon. Mais compte tenu que c'est plus large, on a besoin de certaines pièces supplémentaires là, pour la solidité accrue. Donc, à ce moment-là, on a l'ajout d'un raidisseur au niveau du toit, puis là, le dégagement sous le raidisseur pour celui-là, à ce moment-là, on tombe à 96 pouces. Donc, quand on parle de tunnel chenille, on parle de structure toujours dans l'objectif d'extension de saison. Donc, ce sont des structures super faciles à installer, à entretenir. Puis, dans le cas présent, ben, c'est possible aussi de les déplacer quand même facilement là, si vous faites de la rotation de culture. Voilà. Et donc, dans le tunnel classique de 14 pieds de large, la fêtière est en sangle dans un premier temps. Donc, ça, c'est une façon justement de rendre tout ça plus facile à déplacer. Mais, petit bémol pour celui de 20 pieds de large, là, ben, là c'est une fêtière en tube parce que c'est important pour nous d'avoir un produit un peu plus robuste. Donc, ça change un petit peu la facilité de le déplacer, mais ça se déplace également. Puis, comme je vous disais, si on le planifie d'avance, qu'on met nos ancrages, puis qu'on fait des planches entre chaque tunnel avec la même largeur, ça nous facilite ensuite de le déplacer puis de continuer de cultiver les planches qui ne sont pas couvertes à ce moment-là, puis de faire une belle rotation au courant du temps. Les arches vont être espacées pour le classique 14, soit de 8 ou de 6 pieds. Dans le classique 20, on est à 6 pieds en tout temps là, pour une bonne solidité. On a des ancrages 18 pouces dans le sol. Donc, c'est ça, c'est facile à installer puis à déplacer. C'est un gros plus là, pour cette structure-là. Voilà, donc on peut aller à la prochaine image, s'il te plaît, Natacha. Donc, c'est des belles solutions économiques là, pour l'extension de saison puis protéger nos cultures. Puis c'est ça. Donc, ça nous permet d'avoir des cultures un petit peu plus vite en début de saison, puis d'extensionner un petit peu plus loin vers la fin de la saison que si on est simplement dans le champ, là, dans la terre, simplement sans abri. Ça nous aide justement contre les intempéries, puis de créer un peu notre microclimat là, en dessous de tout ça. Puis c'est facilement, comme je répète et je répète, facilement déplaçable pour la rotation de culture. Si jamais, pour X raison, c'est possible des fois d'avoir un enjeu de chaleur aussi, malgré qu'on ouvre de chaque côté. Il y a quand même une bonne ventilation qui se fait, mais tout dépendant, ben, on offre aussi là, les toiles d'ombrage pour les tunnels. C'est vraiment une belle solution là, dans le gros pic de la saison là, avec le soleil. C'est quelque chose qu'on a facilement, installation super facile aussi. Donc, c'est super pratique. La prochaine image, donc, c'est juste un petit résumé des grandeurs disponibles là, dans le tunnel chenille classique, soit le 14 pieds puis le 20 pieds de large, qui, celui-ci, ben, va nous permettre une augmentation de surface. Je vais juste ajouter un petit point par rapport à ce que tu disais pour Oui. les microclimats. En fait, ce qui est intéressant dans ces tunnels-là, c'est qu'on peut se permettre d'ajouter aussi des toiles flottantes. C'est intéressant pour aller chercher quelques degrés supplémentaires, justement, quand on est dans une approche où on veut faire de l'extension de saison. Donc, ça vient apporter, c'est ça, quelques degrés de plus. Ça permet aussi de prévenir les risques de gel. Donc, c'est intéressant parce qu'on a quand même amplement d'espace et puis on peut placer ça sur les planches de culture. Donc, c'est un petit ajout que je vais faire comme ça. Je vais passer à la prochaine. C'est bon? Oui, mais en fait, je pense qu'on peut faire un bond de 2. Parfait. La suivante. Donc, l'échelle de prix, donc c'est pour vous donner une idée un peu. Donc, pour le classique 14 pieds de large, ça oscille entre 1540 et 4150. Donc, dans nos grandeurs standards, là, on a le 56 pieds, entre autres, à 1540, puis le 4150. Là, on est rentré à une longueur de 150 pieds. Donc, on a des grandeurs standards, justement. Là, je voulais aborder ça aussi. Donc, le 56 pieds, le 104 pieds, puis le 150 pieds, 154 pieds qu'on vous offre comme ça. Puis, pour ce qui est du classique de 14 pieds comme ça, présentement, je vous mets un petit peu l'information, mais on en parlera plus tard, mais on est en période de promotion. Donc, on offre un 10 présentement sur le classique 14 pieds. Pour le tunnel chenille classique de 20 pieds, c'est dans les alentours de 2350 à 5395, tout dépendant de la longueur. C'est vraiment un peu dans la même optique de 54 pieds environ
à peu près à 150 pieds notre plus long. Pour le classique de 20 pieds de large, on est aussi en promotion, puis on offre un 20 dans le moment où on se parle, jusqu'au 31 mars. Mais on en reviendra un petit peu plus tard. Donc, j'irai avec la suivante pour le tunnel chenille gothique. Donc là, on parle toujours de structure tunnel chenille. Donc, on est toujours dans des structures abordables pour chacun. Nos dimensions, on est à 16 pieds de large, on va à 28 pieds de long, 52 pieds de long, 100 pieds de long ou 148 pieds de long dans nos dimensions standards. Donc, on a une arche un petit peu plus gothique, un peu plus pointue au niveau du toit. Donc, un petit peu plus de hauteur aussi. Donc, au pignon, on atteint les 120 pouces, mais également un raidisseur. Donc, on est à 81 pouces sous le raidisseur là, pour le dégagement. Puis, les arches sont disposées aux 4 pieds pour une robustesse accrue. Arche aux 4 pieds, la faîtière, elle est en tube, comme vous pouvez voir sur l'image. On a des raidisseurs en acier aussi reliés à la fameuse faîtière au toit. Puis, comme je disais, les ancrages sont plus profonds dans le sol que le classique, par exemple. On est à 24 pouces dans le sol. Donc, tous ces beaux atouts-là au niveau de la solidité nous amènent à l'image suivante, s'il te plaît. On a aussi des T-posts qui sont ajoutés pour renforcer encore plus nos ancrages. Et puis, ça nous amène beaucoup, beaucoup d'avantages au niveau de la solidité. On a un revêtement de polyéthylène simple, donc ça nous permet une belle luminosité tout de même. Au niveau de la ventilation, pour le tunnel chenille gothique, ça se passe soit comme le classique, c'est-à-dire en montant de chaque côté sur des crochets, le plastique pour créer les ouvertures, ou aussi sur le tunnel chenille gothique, maintenant, on offre les côtés ouvrants manuels avec manivelle. Donc, ça, c'est vraiment un bel atout pour aller maximiser notre ventilation. C'est un gros, gros plus, une belle valeur ajoutée à ce tunnel-là. Puis, on offre aussi des bouts fermés avec des montants d'acier. D'un côté, une porte et de l'autre côté, vous avez le choix juste le bout fermé ou avec la porte également, tout dépendant des besoins d'accès que vous avez. Puis évidemment, ben, ces bouts-là offrent une solidité d'autant plus à la structure. Donc, tous ces beaux atouts-là de solidité que je vous parle, un gros, gros, gros plus que ça nous amène pour la prochaine image, on peut parler que c'est une structure hivernisable, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de laisser le revêtement de polyéthylène en place durant l'hiver, mais vraiment à la condition de bien, bien, bien déneiger la structure tout le pourtour en tout temps. On ne veut pas qu'il y ait de pression, de poids additionnel sur la structure à cause de la neige. Donc, on s'assure de vraiment, dont aussi, tantôt, on parlait d'un dégagement. C'est sûr qu'on souhaite, je vous dirais, minimalement de chaque côté, devant, derrière, de chaque côté, peut-être un 10 pieds minimalement de dégagement pour s'assurer d'être en mesure de bien déneiger. Mais à ce moment-là, c'est possible de le faire. Il faut juste donner de l'amour à notre structure, puis elle nous le rend bien, parce qu'ensuite de ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir encore plus avoir une culture hâtive, parce que votre sol va être resté à l'abri durant tout l'hiver. Donc, encore plus facile de débuter plus rapidement, de terminer plus tard, puis d'avoir des primeurs, comme nous parlait Natacha tantôt. Au niveau de l'installation pour ce tunnel-là, c'est un peu très facile, un peu à la DIY, là, comme on dit parfois. Donc, nous, autant pour le classique que le gothique, là, on fournit le guide de montage. Puis le guide de montage va être adapté selon les options que vous allez avoir choisies. Si vous avez les côtés ouvrants, si vous avez les bouts avec porte, tout ça, tout va être mis en œuvre pour que ce soit facile pour vous pour le monter. On a aussi le service de support technique au téléphone en tout temps. Si vous avez des questions durant le montage, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et en plus de ça, dans le fond, si vous vous inscrivez au cours d'extension de saison de l'Institut Jardinier Maraîcher, vous allez avoir également une vidéo d'installation du fameux tunnel chenille gothique. Exact, exact. En fait, je vais reprendre la balle au bon sur le cours. C'est qu'en fait, on est partenaire avec l'Institut Maraîcher Jardinier sur un cours qui s'appelle la stratégie d'extension de saison et culture d'hiver. En fait, c'est un cours
donné par Jean-Martin Fortier, qui est le fondateur de l'Institut et tout ça. Donc, ce cours-là, je viens de la rajouter dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre davantage sur l'extension de saison, d'en apprendre un petit peu plus aussi comment bien cultiver l'hiver et tout ça. Donc, c'est un peu un beau module avec plusieurs petites descriptions où ce que Jean-Martin là, explique là, sur les bonnes stratégies, les bonnes méthodes et les bonnes façons de cultiver en hiver grâce au tunnel chaîné gothique et classique. Donc, je vous renvoie la parole par la suite. Merci, Max. Donc, l'image suivante, on parle, donner une petite idée d'échelle de prix. Donc, toujours dans la structure abordable, donc entre 2120 quand on parle du 28 pieds, les bouts ouverts, jusqu'à une possibilité de, comme vous voyez, là, 8250, là, on parle de 148 pieds de long avec les 2 bouts avec porte, les 2 côtés ouvrants avec manivelle. Donc, les options sont super larges. L'éventaire est super large de possibilités. Là. Ça n'en tient qu'à votre projet, finalement. Là. Fait qu'on est vraiment fiers de pouvoir vous offrir plusieurs options pour adapter tout ça selon ce que vous allez cultiver. Puis, je vous reviens avec ce que je vous disais tantôt pour le tunnel chenille gothique. Bien là, on est en période de promo également. Puis, pour cette structure-là, on offre un 15 de rabais. Je ne sais pas si tu veux nous revenir là-dessus, Max. Oui, ben en fait, je vais vous envoyer en ce moment dans le chat, ça sera pas bien long. On est présentement en promotion depuis le 3 mars jusqu'au 31 mars sur les tunnels chenés classiques et gothiques. Donc, si je peux faire un petit résumé rapidement, le classique, là, vraiment 14 pieds de largeur, il est à 10% de rabais, donc pour tout format standard. Donc, quand on parle de standard, on parle de 56 pieds, 54 pieds, 154 pieds et 102 pieds. Donc, c'est vraiment des formats standards. On a à peu près 8 formats standards. Pour le tunnel classique, 20 pieds. Donc, là, je parle de la largeur 20 pieds. On offre un 20%. Donc, on a 3 modèles disponibles. On a du 54 pieds de long, on a du 102 pieds de long et du 150 pieds de long. Donc, ces 3 modèles-là sont à 20%. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le classique. Et pour le gothique, c'est vraiment, on a 4 formats, 4 grandeurs, si je peux dire ça comme ça. On a du 28 pieds de long, du 52 pieds de long, du 100 pieds de long et du 148 pieds de long sont toutes à 15% de rabais avec toutes les options, si vous voulez des options ou pas et tout ça. Donc, ce que je viens de mettre dans le chat, c'est des petits formulaires si ça vous intéresse. Vous avez qu'à cliquer sur un des liens. Si vous êtes plus intéressé sur le classique, il y a le lien classique. Si vous êtes plus intéressé sur le gothique, il y a le lien gothique. Simplement remplir le petit formulaire et tout ça sur les options, qu'est-ce que vous désirez et tout ça. Quelques petites questions. Et par la suite, on va pouvoir vous envoyer là, une petite soumission ou vous contacter, tout ça. Sinon, si vous êtes moins à l'aise, si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez nous contacter par courriel ou nous téléphoner. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Là, si vous avez des questions un petit peu plus techniques avant vraiment d'aller sur une soumission, des choses comme ça va nous faire plaisir que ce soit moi, Audrey, Alexandre ou nos autres vendeurs, là, autant même Natacha aussi qui est quand même experte un peu à la matière. On va pouvoir vous aider là, sans problème là, à ce niveau-là. Donc, la parole est à vous. Je vous laisse le mot de la fin. En fait, si on regarde pour les exemples de projets où on a pu aider, dans le fond, les producteurs à implanter des tunnels, c'est intéressant de voir la diversité des genres de projets. Là, ici, on voit c'est des exemples de projets de fleurs coupées. Donc, on peut voir différents tunnels. Là, on voit qu'il y a différentes planches de culture pour des fleurs, par exemple, avec Pensée Fleur, Ferme Florale, Picaflore, même chose, avec la camomille. Et puis, Fleurs de ferme, où on voit que les installations sont sur des bâches. Donc, c'est intéressant de voir comment chacun adapte son projet et aussi les tunnels. Donc, ce qui est intéressant de penser, là, parce que mes collègues ont parlé de différentes dimensions de tunnels, c'est qu'on a différentes largeurs, mais aussi différentes longueurs. Donc, tout dépendamment de votre projet, ça peut être intéressant de justement adapter la longueur. Et puis, je ne négligerai pas la question de la hauteur aussi des tunnels parce que, juste pour donner un exemple, on peut avoir dans un projet des tomates déterminées ou indéterminées. Donc, on peut avoir, par exemple, les indéterminés qui vont pousser quand même relativement hautes et vont avoir besoin d'avoir beaucoup d'espace en hauteur pour pousser.
Mais on va avoir aussi des tomates, peut-être déterminées, qui vont prendre moins d'espace en hauteur. Donc, tout dépendamment de ce qu'on fait pousser, ça peut être intéressant de regarder, oui, la largeur, la longueur, mais aussi la hauteur. C'est sûr qu'il faut regarder le poids des plantes qu'on va aussi vouloir installer, peut-être songer avant de tutorer ça sur les structures. Il y a différents types de tuteurs qui existent, mais bref, il y a quand même différents avantages à ces tunnels-là. Et puis, je pense que tout le monde y trouve son compte. Ici, on voit, c'est des exemples de projets, mais plus en maraîchage. Donc, on a, c'est ça, différentes plantes. On peut se permettre vraiment d'y aller avec justement les plantes qui poussent plus en hauteur vers le centre, les plantes qui poussent un peu plus basses vers l'extérieur pour profiter davantage de la lumière. Donc, ça, c'est des concepts en plantation, en aménagement, où justement, ben, tout ce qui plante, qui pousse plus en hauteur, on les met au centre pour ne pas nuire aux plantes qui sont un peu plus basses, qui ont des besoins en soleil importants. Donc, on voit ici les carottés ont vraiment bien aménagé leur tunnel. La pelletée ici, comme ça, des plantes qui poussent un peu plus basses. Au jardin coloré, on voit des légumes-feuilles qui sont moins exigeants en chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment chacun peut appliquer les tunnels pour répondre, pour rencontrer leurs besoins. Donc, les aides financières, juste pour en parler un peu, il y a les appuis financiers à la relève agricole, donc toujours intéressant quand on veut avoir de l'aide pour partir des projets ou reprendre, si on veut, des projets de d'autres personnes, de d'autres producteurs. Ça peut être intéressant en début, justement, en démarrage. Et on a Primevert ici, je me suis permis de mettre le lien. Justement, eux aident à l'acquisition de haies brise-vent. Donc, si justement l'aménagement du site, puis la question du vent, des vents très forts vous préoccupe, bien, ça peut être intéressant d'aller explorer les aides financières avec Primevert. Donc, ben, pour la conclusion, en fait, en ce qui concerne l'ajout des tunnels chenilles classiques ou gothiques, ce qui est intéressant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des nombreux bénéfices et c'est important de bien planifier quand même son projet pour vraiment s'assurer d'optimiser, dans le fond, nos installations, de voir aussi à sélectionner lesquelles sont les bonnes pour nous. Et toutes ces installations-là ben, nous permettent notamment de prévenir ben, les dommages qui sont causés aux végétaux. Donc, on veut s'assurer de faire attention à nos petits, leur donner l'amour qu'il faut. Et on veut aussi augmenter la qualité des produits, autant les plants que, par exemple, les fruits ou les feuillages ou autres. Donc, c'est vraiment intéressant, ces tunnels-là. On veut avoir une bonne santé des végétaux, puis on veut aussi voir et considérer les bonnes pratiques puis les techniques culturelles. Donc, c'est très important. Donc, oui, il y a les installations, mais il y a aussi tout ce qui est réfléchi avant, tout ce qui est fait pendant et après aussi quand on vient pour arriver à l'hiver, que ce soit retirer le revêtement, par exemple, d'un tunnel ou faire le déneigement. Donc, il y a plusieurs aspects à considérer, mais je pense qu'on vous a apporté aujourd'hui plusieurs informations intéressantes pour vous permettre de partir votre projet du bon pied et le poursuivre de manière pérenne. Donc, juste pour reparler de Tessier, ben, on a une belle équipe qui est expérimentée, qui a des belles connaissances, et puis nos services gratuits d'accompagnement puis de formation, ben, ça peut être intéressant de les considérer. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de pouvoir mettre l'humain au centre de notre service, voire avoir un service qui est intégré, faire preuve de créativité, mais aussi d'écoute pour nos clients. Et on a développé 3 services en particulier, services d'accompagnement, notamment pour optimiser tout ce qui est l'efficacité énergétique, là, en fait, la question d'énergie sous vos abris, maximiser vos productions, réduire les coûts, les impacts. Donc, il y a un petit service d'accompagnement, de consultation qui peut être fait pour voir si vous démarrez votre projet du bon pied ou si vous décidez éventuellement de bonifier votre projet, d'ajouter certaines structures ou certains types de systèmes. Ça peut être intéressant de nous contacter. On peut vous orienter aussi vers les bonnes ressources. Et on offre formation et conférences aussi sur l'efficacité énergétique des serres. Donc, pas plus tard que récemment, j'ai été à l'INAB pour donner une formation à des futurs maraîchers sur la question de l'efficacité énergétique des serres.
Il y a quand même vraiment une tendance qui s'en va dans ce sens-là, donc je pense que ça peut être intéressant de se renseigner, puis de considérer ça. Et l'évaluation des serres, ben, c'est de faire un petit diagnostic énergétique horticole pour optimiser, dans le fond, vos projets de serre, identifier comment faire des économies d'énergie, c'est quoi les actions qui peuvent être prioritaires à mettre en place dans le temps et voir comment vous pouvez optimiser vos espaces pour les rendre davantage plus rentables. Donc, je vous remercie pour votre participation. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins futurs. Je vais prendre la balle au bon. Merci à tous d'avoir participé. Avant de passer à la période des questions, on a des super belles questions, super pertinentes. Je veux juste mentionner que après ça, après le webinaire, je vais tout vous envoyer par courriel, là, vraiment, là, un beau résumé là, de tout ce qu'on vient de parler avec l'accès au PowerPoint et après ça, par la suite, revoir si jamais le webinaire aussi là, par courriel. Là, je vais tout vous envoyer ça, l'information. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec une première question de Maud Leblanc, une question un peu à deux volets, une version un petit peu plus technique et une version un petit peu plus pratique. Donc, la première question va comme telle. Est-ce possible de mettre un filet pour protéger des insectes? Si oui, dans quel cas ça serait pertinent? Donc, je pense qu'il peut, exemple, cocombe ou autre. Donc, premier volet, j'irais peut-être plus vers Audrey Alexandre. Donc, est-ce que c'est possible de mettre des filets anti-insectes sur nos tunnels? Ben, je vous dirais que c'est des choses qu'on peut adapter si le besoin est. Donc, on a juste à en discuter ensemble, puis c'est quelque chose qui est possible de faire. Il faut toujours garder en tête que si vous les mettez dans les ouvertures, ça peut un peu handicaper la ventilation, par exemple. Mais quand le besoin est là, c'est sûr qu'on peut adapter. Puis peut-être que je rajouterais quelque chose par rapport à ça. C'est sûr que jusqu'à un certain point, de faire de la culture sous abri, une des raisons pourquoi on dit souvent que le rendement est plus important, c'est parce que justement, il y a une exposition qui est moins importante. Ça ne veut pas dire que c'est à l'abri qu'on est à l'abri de tous les envahisseurs indésirables, mais ça donne déjà un petit coup de pouce quand même. Ça, c'est sûr qu'on peut ajouter dans ces structures-là quand même, comme je disais tantôt, des couvertures, que ce soit couverture flottante, ça peut être aussi des filets anti-insectes ou autres. Il faut juste s'assurer qu'il y ait suffisamment quand même d'exposition à l'ensoleillement, puis de voir qu'est-ce qu'on décide de mettre de l'avant comme solution. Sinon, on a quand même des pièges collants aussi pour déterminer les types d'insectes. Puis, c'est important aussi de laisser quand même rentrer les pollinisateurs aussi. Tu sais, souvent, on a l'impression qu'il faudrait que ça soit complètement hermétique, mais il faut une bonne ventilation. Puis, je pense que la présence des pollinisateurs aussi est quand même importante là, à pas négliger. Super, super. Merci de vos réponses. On en a une autre super bonne question de Marie-Chantal Bonin, qu'elle pose la question un peu plus volet technique. Est-ce que les côtés ouvrants à manivelle sont aussi disponibles pour le modèle classique? Donc, Audrey, la parole est à toi. Euh, c'est C'est vraiment quelque chose qu'on voulait offrir sur le Gothic parce que il y a toutes sortes de besoins liés à ça pour être en mesure d'installer les côtés ouvrants. Quand on est en mode tunnel chenille classique, donc là, on parle de boue en bonbon. Donc, c'est plus ou moins quelque chose à ce moment-là qui est envisageable quand on parle des côtés ouvrants parce que là, on, on va tomber en conflit avec le fameux bout en bonbon. Puis, il y a toute une question aussi structurelle quand on parle du tunnel gothique sur lequel on va ajouter les côtés ouvrants. Il y a aussi une autre moulure qui rentre en ligne de compte qu'on va ajouter à la structure pour solidifier et recevoir le début du côté ouvrant. Donc, dans le moment, je vous dirais, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de modifications faites au classique, mais à ce moment-là, je pense que peut-être qu'on se dirige plus vers un besoin de gothique. Fait que, dans la mesure du possible, c'est vraiment quelque chose qui est plus accessible sur notre gothique actuellement pour toutes sortes de raisons euh, techniques, puis le plastique et tout ça. Là. Donc, pour le moment, on s'en tient vraiment au gothique. Super, super. On a une question peut-être plus axée pour Natacha de Jory. Je m'excuse si j'ai mal expliqué votre nom. Les cucurbitacées peuvent s'adapter sous ces tunnels facilement? Oui, non? Explication. Ben, ben, c'est ça, comme tantôt, j'avais mentionné qu'il y a des cultures qui ont des besoins plus importants en chaleur qui peuvent y trouver leur compte, comme notamment dans les cucurbitacées, on a les melons, mais peut-être que vous,
parler davantage de concombres parce que c'est quand même une famille où on a différents individus, comme on dit, mais c'est sûr que ça peut s'adapter. Ça reste néanmoins que éventuellement, on a besoin que les plantes puissent pousser. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir suffisamment de l'espace pour ça. C'est sûr que moi, ma crainte, c'est, supposons qu'on veut accrocher sur des tuteurs, puis qu'on veut servir des structures, bien, il faut juste s'assurer que le poids des plants, le poids des fruits ne va pas venir affaiblir la structure. Donc, je pense que c'est important de voir comment on veut l'aborder, peut-être intégrer éventuellement d'autres structures dedans le tunnel, puis de choisir le bon format. Une chose aussi qui me préoccupe beaucoup, c'est vraiment la question phyto, là, si c'est trop humide, qu'il y a un mauvais drainage ou autre, puis qu'il fait très chaud là-dedans, ça peut être facile de développer quand même des maladies fongiques. Puis ça, c'est sûr que ça reste tout le temps quand même une préoccupation que j'ai. Donc, vraiment, la question de la ventilation, c'est crucial. Le désherbage, éviter une accumulation d'eau trop importante. Donc, je pense que ça peut s'y prêter, mais c'est sûr que je regarderais peut-être à pas tout le temps laisser les cultures sous ça ou vraiment garder l'œil très, très, très ouvert. C'est Parfait. la question phyto. Super, super. On a une autre question de Maude Leblanc qui est peut-être un volet un petit peu plus technique cette fois-ci. Donc, la question va être plus vers Audrey. La question va comme telle. Combien de temps on peut envisager pour l'installation? Donc, d'après moi, c'est quoi nos délais un peu là, de livraison et tout ça? Ça prend combien de temps peut-être pour installer un tunnel là, généralement? Ben, je vais y aller aussi un petit peu dans le sens que tu viens d'aborder, Max. Quand on confirme, disons, une commande, là, nous, on alloue généralement environ 3 semaines là, pour être prêt pour la livraison d'un tunnel chenille, grosso modo. Une fois qu'il est reçu, combien de temps on alloue pour monter le fameux tunnel? C'est sûr que ça peut dépendre de plein de choses, là. Le type de sol, puis l'aide que vous avez, évidemment, mais on va allouer généralement entre 2 à 4 jours là, pour l'installation. Mais évidemment que ça peut dépendre si est-ce qu'on parle d'un classique, d'un gothique. Si le gothique a des bouts puis les côtés ouvrants, ça peut être un petit peu plus euh, ardu comme installation. Donc, mais disons que ça joue dans ces eaux-là environ. Super, super. On a une autre question de Jory qui va un peu plus du volet technique. Donc, l'installation est toujours permanente ou on peut le déplacer d'un bloc de culture à un autre? Bien, c'est sûr que quand on parle d'un tunnel chenille classique, je pense qu'on l'a dit pas mal souvent, c'est super déplaçable. Là. Donc, ça, c'est facile parce que la sangle en fait, la faîtière est en sangle, donc c'est plus facile de démanteler le tunnel chenille classique. Les ancrages sont 18 pouces dans le sol, c'est assez facile à remanier. Dans le cas d'un gothique, c'est pas impossible. C'est sûr que c'est un peu plus ardu. De là aussi, des fois, l'idée dont je parlais tantôt d'un gothique, là, on parle d'un 16 pieds de large. Donc, à ce moment-là, si j'ai mon gothique de 16 pieds de large, puis qu'ensuite de ça, à côté, j'ai des planches pour un autre 16 pieds peut-être, mais qui est non couvert, bien, si je sens le besoin de le déplacer pour découvrir celui-là, ben en fait, en ayant des gens, tu peux déjà aller mettre des ancrages sur ton autre 16 pieds, puis juste déplacer. C'est sûr qu'on a une faîtière en tube, donc là, c'est plus de démantèlement de structure un peu, là, mais c'est faisable. Ça dépend vraiment, je dirais, combien de répétitions de changements tu penses faire dans un court laps de temps de rotation de culture, tu sais, puis c'est peut-être là que ça va être plus approprié d'aller vers le classique. Mais c'est sûr que je comprends que si on veut bénéficier de tous les avantages du gothique, la solidité accrue, là, puis la possibilité de le laisser durant l'hiver quand c'est bien, bien, bien déneigé, ben, c'est ça. Donc, le déplacement est un petit peu plus difficile, mais c'est faisable si on le planifie, comme on disait tantôt avec Natacha. On pourrait dire, ben, on laisse un peu les ancrages qui sont là, on fait juste rajouter un autre set d'ancrage de l'autre côté, puis on déplace juste d'un côté, puis un jour, on peut revenir aux ancrages initiaux. C'est des choses qui sont possibles de planifier. Un petit peu plus de travail, mais c'est possible. Super bien expliqué, super bien expliqué. On va aller dans les dernières questions. On a une question de Simone, en fait, qui est un petit peu plus technique. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, doit-on fermer tous les côtés ou laisser une certaine ouverture?
Encore là, ça va dépendre de quel tunnel on parle, de quelle quantité de vent. Tu sais, je ne peux pas vous donner une réponse précise, bien claire pour toutes les situations, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais disons qu'on parle d'un tunnel chenille classique, quand on sait qu'il y a des bourrasques qui s'en viennent, là, qui sont annoncées, là, vraiment importantes, dans le meilleur des cas, c'est de complètement enlever le plastique puis le déposer au sol. Donc là, il offrira plus aucune résistance au vent. Puis après ça, on pourra le remettre en place. Il faut quand même être à l'écoute justement des intempéries qui s'en viennent versus le type de structure qu'on a, puis lui donner les meilleurs soins. Là. Fait que, dans le cas de fortes rafales, là, c'est préférable de carrément retirer le plastique puis de le remettre par la suite. Là. Peut-être que je pourrais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Ça arrive souvent Oui. que je parle avec des producteurs qui ont des tunnels, puis justement, des fois, ils n'ont pas réfléchi nécessairement au départ sur l'orientation de la structure ou justement vraiment l'emplacement sur le site, puis ils sont exposés à des vents importants. Puis des fois, ben, il y a des ouvertures par rapport à leur tunnel ou ça peut être des fois des tunnels parapluies, puis le vent va se loger vraiment en dessous de ça. Ça peut créer un vortex et puis ben, le tunnel a vraiment de la misère. Donc, des fois, dépendamment de ce qu'on a comme installation, ça peut être intéressant, comme tu disais, Audrey, par le retrait de la toile. Puis ça peut être aussi certaines toiles qui seraient mises sur des contenants ou des bacs ou autres. On voit ça souvent, où ce qu'on préfère retirer ou mettre autre chose ou vraiment mettre des ancrages encore plus importants pour éviter des effets ou créer une lourdeur. Puis même des fois, la neige sur certaines plantations peut aider à éviter de déplacer du paillage. Donc, c'est sûr qu'il y a différents trucs, je pense, pour justement éviter les effets nocifs du vent sur les installations et sur les cultures aussi. Puis je rajouterais vent ou autre intempérie, tout dépendant, comme tu disais un peu, l'endroit où on sait qu'on va l'installer, les conditions qu'on sait qu'on a généralement, ben c'est de là aussi que parfois qu'on va être porté à dire ben, peut-être que rapprocher les arches peut être aussi une belle option, sans oublier le reste, là, mais ça peut être envisageable là, pour donner encore un peu plus de solidité à tout ça. Exact, super. On n'a plus vraiment de questions. On va attendre un petit 2-3 minutes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez cliquer simplement sur lever la main. Je vais pouvoir activer votre micro si vous voulez la poser ou sinon vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, sinon je vais vous envoyer un courriel. Ah, je vois qu'il y en a un Gabriel. Je crois que je vais autoriser votre micro. Je viens d'autoriser votre micro. Vous pouvez désactiver, ouvrir votre micro et poser votre question. M'entendez-vous bien? Oui. Oui, OK. Par rapport à la longévité de la toile, Oui. donc, vous estimez à combien la longévité? Ben, généralement, sur les tunnels chenilles, nous, ce qu'on utilise dans le moment, c'est un polyéthylène dont le traitement UV est garanti 12 mois. Donc, passer le 12 mois, ça ne veut pas dire que c'est complètement fini, là. Ça veut juste dire que le traitement UV est un petit peu moins efficace et qu'à ce moment-là, c'est à voir, peut-être regarder de quoi a l'air, comment ça se comporte. C'est sûr aussi que il ne faut pas oublier une chose quand on est dans le cas d'un tunnel chenille classique où vraiment l'ouverture pour la ventilation se fait toujours en manipulant le plastique, en le déposant sur les crochets. Ensuite, on le rouvre. S'il y a des forts vents, on prend le plastique, on le dépose au sol et après ça. Donc, toute la manipulation que ça va générer, parfois, tout dépendant, ça peut faire en sorte là, que le plastique va demander d'être changé au fil des années un petit peu plus rapprochées que d'autres structures, évidemment, là, quand il y a moins de manipulations qui se font de cette façon-là. Fait que c'est pour ça aussi qu'on vous offre un plastique 6 millièmes d'épaisseur, donc qui est vraiment super pour le type de structure et le type d'utilité que vous voulez en faire, mais qui est aussi, de notre part, je dirais, abordable quand il est question de le changer, finalement. D'accord, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir. On va attendre encore 2-3 minutes. Sinon, après ça, on va quitter le webinaire. Je rementionne aussi que je vais vous envoyer par courriel la présentation et le lien aussi pour revisionner le webinaire. Donc, on va attendre encore 2-3 minutes si il y a d'autres questions. Sinon, on va quitter avec ceci aujourd'hui.
Peut-être qu'on pourrait mentionner ce qui s'en vient au mois d'avril aussi, par rapport à Je l'autre vais le webinaire. mentionner, oui, je vais le mentionner Oui, là, dans le courriel. Là. C'est un petit teaser que je vais rajouter dans mon courriel. Super, donc s'il n'y a pas d'autres questions, bien, merci à tous d'avoir participé. Ça fut un plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans notre webinaire sur les tunnels chenilles. N'hésitez pas si vous avez des questions, de nous envoyer un courriel, de nous appeler, ça va nous faire plaisir. Puis comme j'ai mentionné, je répète encore, je vais vous envoyer un courriel avec toute l'information là, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui et tout ça. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos prochains projets de culture sous abri. Donc, merci à tous et bonne journée. merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bye bye.